s'est bien déroulé. Ce fut une courte pause, mais vous allez voir, ça en valu la peine de revenir avec nous. On poursuit avec la dernière discussion de cet avant-midi. C'est une discussion de clôture dont le titre est Agir pour l'environnement par la culture. Ce qu'on a décidé de faire au sein de Culture Montréal, c'est de porter un regard croisé ou des regards croisés sur deux initiatives structurantes qui placent les artistes et la culture au cœur de la démarche de transition écologique. Donc, on a Edinburgh Creative Carbon Scotland, qui a été fondé en 2011 afin d'aider différents acteurs culturels à mesurer leur empreinte carbone. Et du côté de Montréal, il y a le tout nouveau campus de la transition écologique, dont la mission est de valoriser des actifs publics et collectifs afin d'accélérer la transition écologique à travers plusieurs activités, plusieurs axes, et 3 axes en tout. Je ne les nommerai pas, je laisserai plutôt sa représentante nous en parler. Donc, avec nous, on a Emmanuelle Hébert. Elle est directrice du développement et des partenariats stratégiques au sein du campus de la transition écologique à Montréal. Donc, Emmanuelle, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Et nous avons également Ben Twist, qui est directeur de Creative Carbon Scotland, qui nous rejoint bien sûr de l'Écosse. Donc, Ben, welcome in Montreal. Yes, and it's Ben Twist, that's correct. Thank you for having me. Thank you. So, donc voilà, on va justement discuter les deux de vos organisations respectives. J'ai nommé très brièvement ce que vous faites, mais je demanderais peut-être à Emmanuelle de commencer peut-être en 1 minute, 1 minute et demie, parler un peu de vous, de votre parcours, de votre travail au sein du campus. Oui, bien, merci beaucoup, Dorothée. C'est vraiment un privilège pour moi d'être ici. Donc, j'ai joint le campus il y a un peu plus de 6 mois et j'étais pendant 15 ans dans le milieu culturel. Donc, je suis vraiment contente d'être ici parmi vous. Le campus, en fait, c'est un nouvel OBNL indépendant qui est inscrit dans le plan directeur du parc Jean-Drapeau. Comme vous l'avez dit, la mission, c'est vraiment d'accélérer une transition écologique juste par la requalification ou la revalorisation d'actifs collectifs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est en fait que tout en maintenant une fonction de parc, au parc Jean-Drapeau, qui est essentielle, la pandémie l'a bien montré, on veut réfléchir sur comment permettre que des bâtiments, des espaces naturels, des stationnements qui appartiennent à la collectivité, contribuent et deviennent des espaces d'accueil, de tremplin pour contribuer à un projet collectif qui est la transition. Concrètement, on travaille sur 3 axes, comme vous l'avez dit. L'axe de recherche, donc stimuler de la recherche ancrée dans une diversité de savoirs. Un axe d'expérimentation, une expérimentation in situ sur un territoire donné, hyper varié, qui peut permettre de prototyper, mettre à échelle, l'utiliser comme vitrine. Et un axe de sensibilisation. Comment éveiller les consciences, mobiliser, ultimement changer des comportements, entre autres par la pédagogie en nature et les arts et la culture. Donc, évidemment, on a un nouvel organisme. À terme, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment intégrer les arts et la culture de façon transversale. Au niveau de la sensibilisation, on parle de soutenir par des bourses la recherche et la création d'œuvres qui s'inscrivent dans cette vision-là, d'accueillir in situ des propositions qui nous permettent de repenser notre rapport au vivant, cette interdépendance avec la nature, ou développer du contenu basé sur des essais, des documentaires. Au niveau de la recherche, comment on peut évaluer l'impact de cette contribution-là, puis aussi la faire reconnaître, mais aussi comment on peut intégrer à l'intérieur même de notre organisation les artistes qui nous permettent de penser les processus différemment, que ce soit les ayant en amont dans des comités, dans des planifications stratégiques, ou cette année, à petite échelle, on a demandé à des artistes d'électoraux de créer notre identité visuelle plutôt que d'aller vers une firme de com, par exemple. Donc, in a nutshell, là, c'est le campus de la transition. Merci beaucoup. Et on va passer maintenant avec, on va poursuivre, avec Ben, nous expliquer justement qui vous êtes, mais surtout le travail que vous faites. Okay, thanks very much, Dorothy. As you say, it's great to be here. A little bit about Creative Carbon Scotland, but first a tiny bit about me. I was a theatre director for 25 years and so on, and then I decided that it was necessary for theatre and the arts to be doing more on climate change. So I took a left turn, and this is where I am now. And Creative Carbon Scotland has been going since 2011. We started off just working on supporting cultural organizations in reducing their carbon emissions, but increasingly we started working on enabling cultural organizations and climate change organizations to get together and to apply cultural and creative practices within climate change projects to help climate change and environmental workers
and organizations change what they do and the way they think, apply new skills and knowledge. Just like you have an accountant or an economist or a technician, why not have an artist on the team to bring in different ways of working and different skills? So now we do both those things, and we also we sort of work on a strategic and lobbying scale. So we try to encourage more and more of these collaborations to happen, but also for funders to think about this as an important way forward. And we employ artists and we employ the more technical people, and we work across the whole of Scotland. So unlike Emmanuelle, we don't have a place. I'm envious of her campus. We work we're just in an office or various offices at the moment, and we work with anybody really who wants to work with us in Scotland from the environmental or climate change point of view, but also we have close relationships with hundreds of cultural organizations in Scotland and artists, individual artists as well. So we've got those two strands, and but the bit we're talking about today is how to apply creative practices, I think, to climate change and encourage that to happen. So that's what we do. Merci, thank you Ben. Et peut-être la question que je vous poserais avant qu'on aborde les défis, parce que le but c'est de vraiment porter un regard croisé entre vos deux organisations. Vous avez parlé des partenariats, l'importance des partenariats. Avec Emmanuelle aussi, on va en parler. Donc pour vous, pouvez-vous peut-être nous expliquer un peu la démarche que vous entreprenez justement pour faire des partenariats? Parce que même dans la table ronde précédente, on a mentionné que c'était important, l'effort collectif. Ben, do you want to start? Oh. Oui. Je pense qu'il va de prendre la traduction. Oh, yeah, and I think there's something interesting. Sorry, yeah, you want to hear me? Yeah, I think there's something interesting about partnership is a difficult business, actually, and I think there's an important part of what we do is that because we have a lot of contacts within the cultural world, in the artists and the organizations, we are able to bring in, I think, we know who to go to and who to talk to. But increasingly, we also need those partners and people. We need to know the right people to talk to in the climate change world. And we have been building up that reputation, I think, as an organization that can help that happen over the years. But I think one of the key things I bring in here is the set of skills that we have within the arts world actually to do that partnership building. Because I think there is certainly in the world of theatre, my world, you are always building collaborative teams and enabling those teams to work together, people from very different fields. You might have designers, composers, actors, technicians, not artists of all sorts. And one of the jobs actually was to bring all these people together, often quite quickly, to work with the same end and to understand the core aims, if you like. But also I think to create a space in which people could work fruitfully together, even if they had very different ideas about the project. As a director, one of your jobs is to create a safe space to make that happen. And I think so there are some particular skills, if you like, that cultural practitioners have, and visual artists also do the same very much. They often steal from other areas and bring different parties together. And of course, when you get into the world of sort of socially engaged art, people who are working with particular publics that may not normally be engaged in artistic practice, then you're again bringing different groups together. So I think one of the particular skills that artists and cultural practitioners can bring is that business of forming collaborations and forming partnerships. That's super interesting, and it's great to hear you, Ben, with such years in advance in a way, and it's very inspiring. I think that also in terms of for the campus de la transition, je m'excuse, je parlais en anglais, mais pour le campus de la transition écologique, en fait, on est aussi au service des écosystèmes qui existent déjà pour voir comment ce territoire-là peut servir, les amener à aller plus loin puis à rejoindre un public. De la même façon, par ailleurs,
on croit beaucoup que les arts et la culture peuvent aussi amener des gens au parc Jean-Drapeau et à se réapproprier un lieu. Donc, tu vois, je pense qu'il faut que dans les partenariats, chacun y trouve son compte et qu'on soit pas dans une approche non plus d'instrumentalisation des artistes à des fins très, très spécifiques. Et c'est un des défis, dans le fond, que je vois dans cette notion de partenariat-là entre le milieu de la transition environnementale et même les artistes. On peut pas, c'est Ben, tu disais ça la dernière fois, on peut pas présumer du résultat d'une œuvre. Par contre, on sait que les artistes, par leur pratique et par les œuvres, touchent le cœur des gens comme personne d'autre, que quand on arrive dans une salle de spectacle, on est déjà dans une posture d'ouverture, donc on peut entendre des contenus qui peut-être nous rebutent si on le lit dans un journal, par exemple, en termes de conscientisation. On sait aussi que on est capable d'aller toucher le cœur des gens, de les amener dans un autre rapport à la nature. Donc, comment on fait un partenariat où tout le monde sent qu'il peut aussi apporter quelque chose tout en restant soi-même? Et à Montréal, pour moi, c'est aussi un des défis. En fait, c'est un défi et une opportunité, c'est que contrairement à peut-être d'autres lieux, bien que des artistes et des organisations aient toujours intégré des préoccupations de justice sociale ou d'environnement dans leur pratique, en termes d'écosystème, on est au début d'une mobilisation. On est au début d'une plus grande approche partenariale. Et il y a même des enjeux, je pense, de réseau à bâtir, de maillage, mais même de vocabulaire commun à développer pour vraiment être sûr que c'est des partenariats qui sont structurants, avec un impact et tout ça. Donc, et la part des arts, bon, on parlait tout à l'heure de l'impact GES, ça c'est une chose, mais quand on parle de la part des arts et de la culture potentielle à la transition écologique ou à la lutte au changement climatique, ben c'est aussi dans l'informel, c'est comme disait Ben, c'est transformer des pratiques, amener un autre regard. Donc, il va falloir que tout le monde trouve sa zone, si tu veux, de rencontre et de compréhension, mais en même temps, la journée comme aujourd'hui, c'est formidable pour ça, puis ce qui peut être un défi parce qu'il faut le bâtir devient une opportunité aussi. Ouais. There are three things I wanted to say in response to that, which is probably not on your script at all. One is I think the importance of what we have done here and what Emmanuelle is doing there is almost just being there and being a focus for other people to come to and ask questions of and find partners through. So I think that's almost doing nothing else but just saying we're here is a really important part of it. I also wanted to disagree with you about instrumentalization. I don't care about instrumentalization. I think there is plenty of opportunity for artists to do other things. And actually, I think really good artists will be interested in this enormous challenge that we have anyway. And they'll want to make work connected to this. I think it is very damaging when we tell an artist what to do. It's just not very interesting. It's not damaging so much. It's just not interesting. I would rather talk to artists about what they want to do and find ways. So when we choose artists for particular projects, we're very clear that this project has an aim that is not an artistic aim. And actually, in our embedded artists projects, which are many of the things we do, we're very clear there is no artistic output required. They don't have to make a picture or write a play or anything. That's not what's required at all. They may choose to do so if they want, but there may or there may not be a budget for making art. But actually their job is to contribute to the climate change project. And if they don't want to do that, that's fine. They can go and do something else. We're not forcing anybody to do it. So I don't even think about instrumentalization. I've stopped worrying about it. I think it's an old argument, and actually, let's just not talk about it. But the other thing that I wanted to say is that you talk about emotion, and I think emotion is very important. But also as a theatre director, and touching people's hearts, but also as a theatre director, I know that that's one of the easy things to do. I can create a scene that will make you cry quite easily. He said, very arrogantly. But
what is harder actually is to make the audience think in the right way. Yeah. And actually, I think that good art helps society to think really cleverly and intelligently. And that's what we need, because climate change is such a difficult problem that actually I think good art and good artists can help organizations, individuals in audiences, and so on, really think through some of these questions. So I would say let's worry less about the touching the hearts, and actually let's think about engaging those brains, because that's so important. I completely agree with you on that, and I don't think it's either or. C'est pas comme un ou l'autre. Je pense qu'il faut les deux, et surtout parce que finalement, quand on parle de transition écologique, une transition, on part d'un point A et on arrive à un point B. Et chaque individu, ou même chaque entreprise, on pourrait dire, n'est pas nécessairement rendu au même point dans le spectrum. Et je pense qu'il faut, à la limite, il faut faire les deux. Et tu as raison, Ben, que c'est le développement de la pensée critique est essentiel. Et c'est aussi un des rôles forts des artistes et de la culture que d'amener les gens à réfléchir bien sûr à soi-même, mais même par rapport à notre rapport aux autres. Et ça, c'est un autre point aussi qui est important, je pense, c'est cette capacité de bâtir des communautés. Et en se mettant à réfléchir sur nous, les autres, s'ouvrir aux autres et nos valeurs communes, et être capable finalement de repenser même notre engagement. Ici, il y a un concept de citoyenneté culturelle. Comment on peut aussi s'engager, devenir un citoyen de notre milieu par une expérience culturelle. Que ce soit qui fait appel aux idées ou à l'émotion, mais finalement, c'est essentiel aussi ça dans la transition écologique. La résilience, les connexions entre les humains, la connaissance de l'autre, et cette notion de bâtir des communautés. Ben, la dernière fois qu'on s'est parlé, tu disais aussi, les arts, ça permet une expérience collective. Exact. Donc, réfléchir ensemble plutôt que de réfléchir tout seul dans notre réseau qui nous dit, où on lit exactement les choses dans lesquelles on croit, c'est aussi ça, pour moi, le rôle des arts et de la culture, de nous déstabiliser, de nous amener ailleurs. Et tu sais, je repense toujours à une étude de Chicago là, qui disait que par rapport dans un contexte de canicule, ils ont fait une étude et c'est les quartiers où il y avait des connexions humaines les plus fortes qui ont eu le moins d'impact, finalement, parce qu'on se préoccupe de notre voisin. On sait aussi que même, vous avez Cultural Shift, Ben, puis en Australie, ils travaillent aussi avec la Croix-Rouge, les pompiers, pour aller rejoindre les communautés plus éloignées pour développer des processus en réponse aux urgences climatiques qui sont ancrés dans les milieux. Donc, tout ça, c'est aussi tout un autre volet, en fait, qui dépasse effectivement la diffusion ou une présentation d'une pièce de théâtre dans un théâtre ou une exposition de photos dans un musée. C'est quand l'art sort aussi des lieux de diffusion qui continuent d'avoir un impact dans la lutte pour la transition et les changements climatiques. Tout à fait. Puis, vous avez tellement mentionné d'éléments importants. Puis, ce à quoi vous faites référence un peu, c'est la question de la résilience. J'ai bien aimé dans notre rencontre préparatoire lorsque Ben a mentionné chaque individu peut réduire son empreinte carbone. C'est sûr que c'est la somme de nos efforts qui fait la différence, mais les changements culturels, les shifts, comme on dit, les cultural shifts, les changements de mentalité, ça se fait de façon collective. Donc, peut-être rebondir là-dessus. Ben? Yes, one of the things Emmanuelle has touched upon is, again, this comes from my experience as a theatre director, that when you bring people together, or when people come together in any cultural space, particularly buildings, but also events, and in the UK, we have a lot of grand buildings that are cultural buildings. So almost the journey to them and the entrance into them it feels important. And when you do that with hundreds or thousands of other people, you form a group and a crowd, and you start thinking in a slightly different way, I think. And if I can take you through a story, maybe it's useful. If you think about, if you go to the theatre, you set aside time in your busy week to go to somewhere to do something special. At the same time as all these other people are setting some time aside in their busy week to do the same thing. So already you're forming some sort of unit. And then you sit down together and you're aware of your neighbors. And there's a thing about the architecture of theatres and so on, which is you should be aware of your neighbors, the people sitting there. And then there are people there who take you through
a particular set of ideas which they've planned and spent lots of time working through. And when you respond to that, you respond with everybody else. So you're forming a bigger brain. You're forming you're going through an experience together that is cleverer, I think, than the individual brain. Actually, you learn from the rest of the audience. You understand because they understand, and of course you talk to the actors on the stage or the musicians on the stage, and they talk back to you. There's a feedback loop. So there's a community that is being built there. You've shared something together, you've experienced together, you've thought through these questions together, you've understood together. And I think that's very important. So it builds that community response, and then you're not working just as an individual, you're not reducing your own little bit of carbon or whatever. You're now thinking about how we can do this together. Yeah. We only have 3 minutes left, and like always, we could speak for hours, mais il nous reste juste 3 minutes. On pourrait parler pendant des heures, mais j'aimerais revenir, Emmanuelle, en lien avec ce qu'il vient de mentionner, la notion de communauté, et peut-être en 1 minute et demie, nous expliquer, vous avez 3 axes. Vous avez l'axe recherche, l'axe expérimentation, sensibilisation. C'est sûr que le succès de ces 3 axes-là va dépendre de votre capacité à mobiliser des gens, de bâtir des communautés. Dans un des premiers panels, la première table ronde, quelqu'un nous a demandé dans les participantes, est-ce que les gens faisaient, quel était leur, je n'ai pas posé la question, puis si je me souviens bien, c'était quel type de partenariat on peut faire avec la recherche, les scientifiques, pour la collecte de données, etc. Donc, pour vous, au niveau de la recherche, peut-être être plus spécifique dans ce que vous faites au niveau de recherche et expérimentation, parce que je pense que c'est important que les gens comprennent. Bien, en fait, on est en train de confirmer des partenariats. Là, comme je vous dis, ça fait 6 mois qu'on existe, là, donc je peux pas aller dans le détail de tout ce qu'on va faire. Mais en fait, c'est l'idée de dire comment nous, ça revient à ce que Ben disait aussi, d'être là, d'être l'organisation qui facilite l'émaillage, que ce soit avec des institutions universitaires. Là, on a annoncé qu'on faisait partie on était partenaire du pôle des villes résilientes de l'UQAM. Donc, comment on travaille avec des professeurs de l'UQAM pour les amener au Parc Jean-Drapeau, travailler sur des problématiques qui sont là, mais aussi permettre à des étudiants de venir in situ tester, observer. Et après, comment on fait? Par exemple, on aimerait lancer un fonds pour soutenir de la recherche ou des savoirs au sens large qui faciliterait des maillages entre peut-être des institutions, des praticiens, des artisans, des artistes et peut-être des sociologues, par exemple, pour réfléchir à une dynamique, une problématique. Et donc, servir, dans le fond, de moteur. Chaque organisation a déjà sa propre mission. Les partenaires qui sont sur le terrain, les organisations culturelles, sont déjà débordés par leur propre mission. Et c'est la même chose pour les organismes en environnement. Donc, d'être capable d'être l'espèce de facilitateur, le routeur qui met les gens en lien, qui aide à la mise en œuvre de cette recherche-là, et après, s'assurer de pouvoir diffuser, de rendre disponibles les résultats, parce que c'est ça, c'est notre nouvelle mairesse qui disait, on n'a plus le temps de niaiser, mais il faut être capable de travailler ensemble et rapidement de faire connaître ces résultats-là. Donc, on est vraiment dans une approche de mise en commun puis de facilitateur, et d'identifier aussi, je termine là-dessus, donc on est en train de travailler également avec la chaire de recherche en transition écologique de l'UQAM pour élaborer la vision scientifique du campus, qui va aussi être le résultat d'un processus d'échange et qui va nous permettre aussi de voir qu'est-ce qui se fait déjà à Montréal, beaucoup dans la région métropolitaine. C'est quoi les angles morts au niveau de la recherche? Où est-ce qu'on peut faire la différence pour vraiment être dans une approche de complémentarité? Et je vais vous donner le mot de la fin avant que je finisse avec Ben. Donc, en 30 secondes, en 25 secondes, c'est quoi votre espoir le plus précieux par rapport à soit ce que vous allez faire au sein de votre organisation ou même sur la question environnementale au sein de l'art et de la culture en général? Ah, mon Dieu, c'est 30 secondes. 30 secondes, oui. En fait, ce que je dirais, c'est vraiment de partir un mouvement. Je pense que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Puis je remercie Ben. You've been such an inspiration for us and the rest of what we're doing. But au-delà du campus, c'est comment on peut travailler encore plus étroitement pour accélérer ces changements-là et vraiment réfléchir ensemble pour être capable de faire plus ensemble que ce qu'on peut faire ou ce qu'on fait déjà seul.
la collectivité encore une fois. Et Ben, thank you so much for your time. Donc, pour la conclusion, we want to hear you again. You still have a minute. What's your biggest dream? Donc, c'est quoi votre rêve le plus précieux, qui vous tient le plus à cœur en lien avec le travail que vous faites aujourd'hui et l'industrie, pas l'industrie, mais la question environnementale, l'art et la culture en général? I want more non-cultural organizations to be working with more cultural practitioners. Mm-hmm. That's the big thing, and in local authorities, local government and government, that's where the action is in climate change. That's where all the work is done. And the more of them who are working with cultural practitioners to strengthen what they do, the better. There are artists just waiting to help. And so my big call is ring us up, talk to us. Because the cultural world is there and it's got great power and it wants to help more. Ben Twist, Emmanuelle Hébert, thank you so much. Merci Emmanuelle, merci Ben. It was such a privilege to talk to both of us. Ça a été vraiment un privilège de parler avec vous. C'est ce qui conclut cet avant-midi de ce forum. Et c'est intéressant ce que Ben vient de mentionner parce que ça revient aussi à ce qui a été une certaine conclusion aussi dans le panel précédent, c'est-à-dire l'apport et le advocacy, c'est-à-dire le travail sur le terrain d'activisme ou de sensibilisation que l'on doit faire auprès des décideurs et décideuses qui doivent faire partie prenante des décisions et des solutions. Et en plus, ce forum se fait dans le cadre de la COP26, donc c'est vraiment tout aligné. Mon nom, c'est Dorothée Alexandre. Ça a été vraiment un plaisir d'être avec vous. Je remercie toute l'organisation de Culture Montréal qui, une fois de plus, a livré un événement à la hauteur de ses ambitions, à la hauteur de ses convictions. Et pour moi, de voir toutes ces personnes réunies au Québec et en Écosse parler d'enjeux qui sont aussi cruciaux, aussi importants, ça me touche énormément. Donc, à vous tous et toutes, participantes qui avez été avec nous, je vous remercie également. Ça va être terminé pour moi. Moi, le soleil tombe, je vais aller dormir bientôt, mais pour vous, ça se poursuit en après-midi. Et pour le mot de la fin, je laisse Valérie Beaulieu, qui est directrice générale de Culture Montréal, vous parler. Donc, bonne fin de journée à tous, puis à la prochaine. Valérie, à toi. Merci. Quelle matinée incroyable, vraiment des échanges riches, inspirants. Ça met la table pour cet après-midi. Mais Dorothy, merci pour cette animation exceptionnelle. C'est vraiment toujours un bonheur de travailler avec toi. Mais là, c'est une performance que tu nous as fait ce matin. Et je tiens aussi à parler de performance, à remercier Monsieur Marcel Vaillancourt, qui est le traducteur, qui a fait la traduction simultanée et en anglais et en français de toute la matinée. C'est une performance olympique. Vous êtes extraordinaire. L'équipe vous a surnommé la machine parce que c'est incroyable. Donc, voilà. Et je trouve que, cette plateforme aussi qui est extraordinaire. Donc, je remercie Atypique Lab, Alfonso et Philippe pour la plateforme Agora. Mon seul regret, c'est qu'on ne peut pas entendre le public vous applaudir chaudement, en fait, Dorothy et Marcel pour la matinée. Je souhaite aussi remercier nos partenaires collaborateurs du Québec et de l'Écosse qui sont de l'autre côté de l'océan. Donc oui, il est plus tard chez vous. Un merci particulier à Ingrid Boussarac, Marie Morin, Kerry Dixon pour leur collaboration et leur disponibilité. Ça a été un bonheur d'être en continu avec vous au cours des derniers mois. Évidemment, merci à l'équipe de Culture Montréal pour ce travail colossal. Pierre-François, les deux Mariana, Frédéric et Catherine Deschâtelet, Mélodie, Lise Deville, Mariana Demelo, Mariana Castellanos, Estelle Italien, Lucie Lallemand, donc toute l'équipe. Merci à vous, participantes qui nous quittent, qui étaient là seulement pour la matinée. Donc, merci d'avoir été avec nous et je vous souhaite une belle fin de journée. Et à ceux et celles qui sont avec nous cet après-midi, la plateforme reste ouverte. Donc, vous pouvez aller manger et poursuivre le réseautage poursuivre le réseautage. La programmation du forum reprendra à 13h30. Et donc, en fonction de l'endroit dans le monde où vous êtes, bonne soirée, bonne journée, bon appétit. À tout à l'heure.